Bonjour à tous, ravi avec Frédéric d'accueillir Elisabeth, avec qui on a préparé cette matinale. Et on a passé un très bon moment, donc d'ores et déjà, merci pour la préparation ensemble. Pour entrer dans le sujet tout de suite, Elisabeth, est-ce que tu peux nous dire, permettre de te tutoyer, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ton enfance et puis ce parcours jalonné de très belles expériences qui t'a amené à un poste de ministre et puis nous parler de dernières évolutions. Avec plaisir. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse et très émue d'être là avec vous. J'avais beaucoup entendu parler des entretiens de Valpré et on en parlera probablement tout à l'heure, mais en le préparant, je ne m'attendais pas à ressentir autant d'émotions parce que je crois qu'on va parler de sujets très intimes, très personnels, dont je n'ai jamais véritablement parlé. Donc, je suis vraiment très heureuse et puis j'espère que vous allez toutes et tous bien dans ce monde qui est un peu la tête à l'envers en ce moment. Pour vous parler de mon enfance, moi je suis née aux îles du Cap-Vert. C'est un petit archipel de 10 îles. Peut-être que certains d'entre vous en avaient entendu parler par notre magnifique diva aux pieds nus, Césaria Évora. C'est un petit archipel qui est beau, magnifique, mais extrêmement pauvre. Et je suis née pendant la colonisation portugaise. Donc je le dis parce que ça donne un regard sur le monde fatalement différent. Moi, je n'ai pas vu mon père les 3-4 premières années de ma vie parce qu'il avait été envoyé travailler au Portugal. Et puis un jour, il y a eu un terrible drame dans la famille qui nous a forcés à quitter le Cap-Vert, d'abord pour aller au Portugal. En fait, ma jeune sœur a été très grièvement brûlée et le Cap-Vert n'avait pas les infrastructures à l'époque pour pouvoir la soigner. Et donc, on a été envoyé au Portugal. Le Portugal des années 70 n'était pas le Portugal d'aujourd'hui. Ils n'ont pas su la soigner parce qu'elle était vraiment entre la vie et la mort. Et puis, le Portugal avait un accord avec la France et c'est comme ça que nous sommes arrivés en France. Et puis quand vous êtes des parents, que vous avez 3 enfants en bas âge, dont un qui est hospitalisé, eh bien vous faites ce que n'importe quel être humain fait. Vous faites en sorte que votre famille puisse vivre en dignité et puis qu'on retrouve un peu de force pour avancer. Et puis c'est comme ça que j'ai grandi dans ce magnifique pays qui est la France, où j'ai fait mes études, où je me suis mariée, où j'ai eu mes 2 filles, et où finalement j'ai eu un parcours que je n'aurais absolument pas pensé avoir. J'ai voulu être d'abord avocate pour défendre la veuve et l'orphelin. Peut-être que quand on est confronté aux difficultés de la vie, on a envie d'aider les autres. Et puis finalement, en faisant mes études de droit, un jour, je tombe dans le droit des affaires et je tombe en amour, comme diraient les Canadiens. Et je trouve que c'est fabuleux parce que ça donne la possibilité de créer, d'inventer, d'innover, de travailler en équipe, etc., etc. Donc, à l'âge de 20 ans, je crée ma première entreprise. Et puis, je la dirige pendant une dizaine d'années, une entreprise dans un secteur excessivement sexy, le bâtiment, plus précisément l'isolation thermique. J'avais déjà la conscience de l'intérêt de protéger la planète. Et puis, quelques années plus tard, je réalise que les technologies sont en train de transformer le monde. On était au tout début, Internet n'avait pas encore jailli et n'avait pas pris autant de place que l'IA, par exemple, en prend aujourd'hui. Et donc, j'ai travaillé pendant 20 ans dans les technologies. J'ai commencé par France Télécom, Orange, plus grand groupe européen technologique. Et puis après, j'ai basculé dans le monde informatique pur et dur. J'ai dirigé l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique pour Dell. Ensuite, je suis allée dans un grand groupe chinois. Ensuite, je suis retournée dans un grand groupe international, Hewlett-Packard, et j'ai dirigé le continent africain, les 54 pays du continent africain, parce que j'avais envie de retourner sur ce continent qui m'a vu naître pour donner ce que j'avais pu apprendre, parce que j'ai la conviction que les diasporas africaines ont la responsabilité de participer au développement du continent africain. Et puis un jour, en pleine Covid, je reçois ce genre de coup de fil qu'on ne voit que dans les films. Vous savez,
Bonjour Madame Moreno, ici Matignon. Alors nous savons que vous vivez en Afrique du Sud et peut-être que vous ne le savez pas, mais nous recomposons le gouvernement et nous aimerions savoir si vous souhaiteriez nous rejoindre. J'ai éclaté de rire. J'ai failli dire « Allez Polo, arrête tes blagues !» Et en vérité, non, c'était un vrai appel et c'était le directeur de cabinet de Jean Castex qui me proposait de rentrer au gouvernement et je n'avais jamais fait de politique, je n'avais jamais envisagé de faire de la politique, ce que je lui ai répondu. Et puis il me répond « Nous savons parfaitement qui vous êtes et ce que vous avez fait ». Et c'est vrai que moi je suis engagée dans la vie associative depuis que j'ai 17 ans, 18 ans. Dès que je suis rentrée à la fac, en fait, j'ai commencé à m'intéresser à la vie associative et à l'engagement. Et me voilà donc ministre en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances. Et souvent, mes amis, ma famille me disent « mais pourquoi ?» Enfin, d'abord, ils m'ont dissuadée, ils m'ont dit que c'était une très mauvaise idée d'aller en politique. Et ensuite, quand ils m'ont demandé « mais pourquoi est-ce que tu fais ça ?» J'ai dit « mais c'est simplement la consécration de tous mes engagements personnels. Si on m'avait proposé de prendre le ministère du numérique ou le ministère du travail, ça m'aurait peut-être pas intéressé autant que le fait de porter un ministère qui finalement regroupe toutes les vulnérabilités que l'on peut imaginer. La place des femmes dans la société, vous savez aujourd'hui encore combien elle est compliquée et difficile. L'égalité des chances selon l'endroit où vous naissez sur cette planète, ou même dans notre pays, selon que vous naissiez dans une zone rurale, sur les territoires ultramarins, dans un quartier populaire, ou dans une grande ville, vous savez que vous n'avez pas les mêmes chances de réussir. Et donc, porter des sujets comme cela, ça faisait simplement du sens pour moi. Et donc, je suis rentrée dans le gouvernement de Jean Castex et puis j'y suis restée 2 ans. Et puis maintenant, je dirige un fonds d'investissement à impact social et environnemental et puis plein d'autres choses dont on parlera peut-être tout à l'heure. On parlera un petit peu de la fin du parcours, en tout cas les 2 dernières années. Frédéric. Alors, Elisabeth, quel chemin, quel parcours? Je ne sais pas si on sera tous capables de répondre à ce genre d'appel. D'abord, est-ce qu'on aura ce genre d'appel? J'en suis pas sûr, mais ça, c'est un autre sujet. Vous avez du coup exercé un leadership, évidemment, on ne vient pas vous chercher sans raison. La question que j'aimerais te poser, c'est on ne peut pas être leader si on n'aime pas les gens. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as vécu tes leaderships et comment tu les as, comment tu as pu accompagner toutes les personnes que tu as autour de toi? Bien, en vérité, et je trouve ça fantastique de commencer par parler d'amour dans le leadership à des patrons et des patronnes, des dirigeants et des dirigeantes, parce que c'est un sujet qu'on n'aborde jamais. Ça fait très bisounours et on se dit mais n'importe quoi, parler d'amour quand on parle de leadership. Et moi je peux vous dire que j'ai eu des leaderships nationaux, internationaux dans des secteurs très testostéronés, le bâtiment, la technologie, la politique, la magistrature, parce que j'ai été juge consulaire. Et en fait je n'ai été entourée que d'hommes qui étaient dans un environnement très compétitif, très exigeant et en fait les leaders qui m'ont inspirée, parce qu'on a toujours besoin de modèles finalement pour avancer, surtout quand on n'est pas préparé. Moi, je n'étais pas préparée à devenir leader. Et je me rendais compte qu'on ne parlait jamais des relations humaines qu'on pouvait avoir avec les personnes qui nous faisaient confiance, parce que je voudrais juste rappeler quand même le sens du mot leader, même si en anglais, c'est, si je le traduis en français, vous ne pouvez pas être leader si vous n'avez pas de followers. Vous êtes leader parce que vous avez des personnes, vous avez des femmes et des hommes qui croient en vous, parce que vous avez peut-être des qualités, une vision, des inspirations que tout le monde n'a pas. Comment voulez-vous être un leader efficace si vous ne pensez pas aux femmes et aux hommes qui croient en vous et qui espèrent que vous leur... parce que je relie ça directement finalement à l'espérance de passer d'un statut ou d'une situation à une autre, d'aider des personnes à progresser. Comment voulez-vous le faire correctement si vous n'avez aucun intérêt, aucune relation humaine, voire, oui, je parle de l'amour, mais dans le sens très global du terme, si vous n'avez pas un minimum de respect, de considération
envers votre prochain. Alors, je dois vous avouer que des leaders qui n'en avaient strictement rien à faire des personnes qui leur faisaient confiance, j'en ai rencontré un paquet, que ce soit, je ne donnerai pas de nom, sauf si on se voit au café, mais sauf si... en fait, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les leaders, beaucoup de leaders, considèrent les personnes comme des ressources. D'ailleurs, quand vous prenez, pour ceux et celles d'entre vous qui avaient été dans les ressources humaines, on parle de ressources humaines, on ne parle pas d'individus. Et donc, à partir de ce moment-là, vous ne pouvez pas mettre dans les relations que vous avez avec ces gens-là toute la puissance de la relation humaine qui fait que quelqu'un est prêt à grimper des montagnes parce qu'il sait que si jamais il flanche, vous serez là pour les soutenir. Moi, dans tous les environnements dans lesquels j'ai été, souvent les gens me disent « mais comment en partant d'aussi loin, tu as pu autant réussir ?» En fait, j'ai réussi pas grâce à moi, évidemment, peut-être grâce à ma détermination, à mon envie de faire les choses différemment, mais c'est surtout grâce aux équipes qui étaient les miennes que j'ai réussi. Aucun leader ne peut véritablement réussir s'il n'a pas des femmes et des hommes qui lui font confiance au point de tout donner pour réussir ensemble. Et c'est pour ça que je parle souvent de considération, de respect et parfois, mais rarement, d'amour qu'on peut avoir envers son prochain et qui peut nous transcender parce que le leadership nous dépasse. Ça n'est pas nous avec nous-mêmes, c'est nous avec les autres, avec l'environnement dans lequel on se situe et avec les projets et les ambitions et la vision qu'on peut avoir à la fois pour soi et pour les autres. Parce que, Elisabeth, on ne peut pas dire que dans le monde politique ce soit très simple. On est quand même dans un monde assez fracturé. Donc, est-ce que tu peux nous dire concrètement comment tu as pu exercer ton leadership, ton amour, l'affection de tes équipes dans un monde très formaté, dans un monde très politique, c'est le cas de le dire, notamment au cours de ta dernière expérience? En vérité... C'est un bon démarrage. En vérité, virgule, ça nous va bien. Non, mais je vais vous raconter une toute petite anecdote et c'est peut-être grâce à ça finalement que j'ai exercé le leadership que j'ai exercé. C'est que je suis dans un très grand groupe international. On fait l'une de ces réunions, vous savez, où on se bat comme des dératés parce que c'est les discussions de salaire et de distribution de stock options. Et cette année-là, il se trouve que mon équipe avait délivré des résultats exceptionnels. Et donc, j'avais décidé qu'ils auraient les meilleures augmentations. Et donc, il fallait que j'ai la bonne enveloppe. Et donc, je fais ce que je vois tous mes collègues masculins faire. Je défends becs et ongles mon budget et je ne lâche rien. Je gagne, et en sortant de là, l'un des leaders les plus seniors et que je respectais le plus, parce que c'était celui qui réussissait le plus et que tout le monde admirait, il vient me voir, il me dit « Oui, bravo, tu as gagné, mais en fait, tu ne réussiras pas dans cet environnement parce que tu es beaucoup trop humaine. » Et là, je ne comprends pas. Et je lui dis « Mais... tu me dis ça à moi, mais tu n'as pas dit la même chose à Pierre, qui a défendu son équipe de la même manière. » Et il me dit, oui, mais bon, tu sais, c'est une question de politique, et vous, les femmes, vous ne savez pas faire de la politique. Et donc, ce que je comprends de ce qu'il me dit là, c'est qu'il fallait que je laisse les grands gagner pour que je sois acceptée dans l'équipe des managers, mais que je laisse mon équipe derrière moi. Or, ce ne sont pas ces managers autour de la table qui me permettaient de délivrer mes performances. Et en fait, ça m'a délivré d'un poids. Ça m'a délivré d'un poids parce que je me suis dit, bon, lui qui est senior et qui sait tellement de choses et tellement expérimenté, s'il me dit que je ne réussirai pas, finalement, il a peut-être raison, je ne réussirai pas. Donc, ça m'a permis de devenir le leader que je voulais être, mais que je n'osais pas être parce que je ne savais pas que c'était comme ça qu'il fallait faire. Eh bien, ça m'a permis, dans toutes les organisations dans lesquelles je suis allée, d'être sincère d'abord avec moi-même, de manager mes équipes comme j'aurais souhaité qu'on me manage, non pas comme un numéro sur un bulletin de salaire, mais comme un être humain avec ses qualités et ses défauts, avec ses difficultés. Vous savez, moi, j'ai grandi dans cet environnement où on vous dit « tes problèmes personnels, tu les laisses à la porte du bureau et tu les reprends en partant ». Comment voulez-vous, si vous avez un enfant malade, si vous avez un partenaire qui a un cancer, si vous-même vous vivez une maladie, comment voulez-vous accepter
qu'on vous dise « laisse tout ça à la porte du bureau et tu reprends ça quand tu repars ». En fait, c'est une déshumanisation qui est assez terrible. Et nous toutes, certains d'entre nous ici, moi j'ai fait une école de commerce, et je me souviens que dans mon école de commerce, je passais, 70% de mon temps à parler profitabilité, rentabilité, EBITDA, profit, productivité, etc., etc. Je passais peut-être 20% du temps à parler process et outils, et les 10% du temps qui restait à parler hommes et femmes. Or, sans les femmes et les hommes, il n'y a pas d'entreprise. Et comment voulez-vous, dans un système qui fonctionne comme cela depuis des centaines et des centaines d'années, pratiquer une autre méthode de leadership? C'est extrêmement compliqué. Mais à partir du moment où on m'a dit que je ne réussirais pas, eh ben je n'ai fait que ça, et ma foi, ça ne m'a pas trop mal réussi. Alors, Elisabeth, Je ne parle pas de politique. Tu as remarqué pourquoi je ne parle pas de politique. Non, je vais vous dire sincèrement pourquoi je ne parle pas de politique. Je ne parle pas de politique d'abord parce que je ne suis pas une femme politique. Je suis une femme engagée qui est rentrée en politique parce que je voulais porter des convictions qui me tiennent à cœur. Quand le président de la République, au bout de 3 mois, me dit quel est votre rapport d'observation, je lui dis écoutez, il y a 2 choses si vous voulez que je vous dise la vérité, moi je dis toujours la vérité, d'ailleurs ça m'a coûté cher souvent, il y a 2 choses qui me surprennent. D'abord, c'est si on dirigeait les entreprises comme on fait de la politique, toutes les entreprises de France feraient faillite. Et la deuxième chose, je ne vois pas... Non, ça sortira sûrement, mais je l'assume totalement. La deuxième chose, c'est comment ces femmes et ces hommes qui sont choisis pour prendre soin de notre pays, pour prendre soin des Françaises et des Français, et des autres, pour prendre soin du bien commun, pour faire fonctionner l'intérêt général. Quand on voit toute la violence, la haine, le rejet et l'exclusion qu'il y a en politique, comment est-ce qu'on peut penser une seule seconde qu'il reste suffisamment d'énergie, de foi et de courage dans notre mission finale? Et comment est-ce qu'on peut réussir? En fait, on ne réussit pas. Et aujourd'hui, je pense que l'un des problèmes majeurs que nous avons en France, mais dans le monde et dans nos démocraties de manière générale, c'est que les gens ne croient plus dans la politique. Nous savons tous et toutes que nous avons besoin de la politique. Souvent, on m'a dit, c'est quoi la différence entre être un leader dans l'entreprise et un leader en politique? Eh bien, dans les deux, vous avez des gens qui croient en vous, qui vous font confiance pour faire ce qui doit être fait. Mais dans l'entreprise, au moins, vous ne faites pas semblant de vous intéresser aux gens, alors qu'en fait, ça n'est pas vrai. Toujours sur le thème du leadership, ce que tu nous as expliqué, et je pense qu'on le vit aussi nous, c'est quand on a la chance, ou en tout cas quand on est leader, quand on est dans une organisation, on a la chance de pouvoir changer les choses. C'est une chance énorme. Dont on n'a pas tout... C'est une chance et une responsabilité. Et c'est une responsabilité, justement. Voilà. Et c'est une responsabilité, et on se doit aussi de développer des qualités d'humilité, d'écoute, pour exercer au mieux ce leadership. Comment toi, tu l'as vécu un peu personnellement tout au long de ton parcours? Là aussi, j'aime bien raconter les anecdotes parce qu'elles ancrent dans la réalité. J'ai eu la chance de connaître des leaders extraordinaires et j'ai eu la chance de rencontrer aussi des leaders d'une médiocrité à pleurer. Et j'ai de la reconnaissance et de la gratitude pour ces 2 types de leaders. Parce que les premiers m'ont montré ce que l'on peut réussir à accomplir quand on fait ce qui est juste, et les médiocres m'ont montré ce qu'il ne faut pas faire. Donc des 2, j'ai appris. Et tu as employé un terme que je trouve qui se perd souvent quand on est leader. Parfois, on pense qu'on y est arrivé. Parce qu'on a gravi les échelons, parce qu'on s'est battu, parce qu'on a transpercé les plafonds de verre. Et j'ai une
une empathie toute particulière pour les femmes. Je ne sais pas si on aura le temps de parler des femmes et de leadership, mais j'ai beaucoup de respect et de considération pour ceux qui y arrivent, parce que c'est extrêmement difficile d'être un leader. Tu l'as dit, c'est une chance parce que tu as les moyens de pouvoir rendre possible ce qui est souhaitable, mais c'est une immense responsabilité. Vous le savez toutes et tous ici, on parle souvent de la solitude du leader. On est très seul quand on est leader, même quand on est bien entouré, mais quand il y a des décisions difficiles et compliquées à prendre, on est seul. Et quand on réussit, c'est une réussite collective. Quand on échoue seul. Et c'est pour ça d'ailleurs que le leadership nécessite une grande dose d'humilité. D'abord parce qu'on ne sait pas tout. J'ai découvert en politique que ni l'homme ni la femme providentielle n'existent. Personne ne peut réussir seul. Même la personne la plus brillante du monde ne peut pas réussir seule, parce que nous ne pouvons pas avoir toute l'intelligence, toutes les capacités, toute la force, toute l'énergie qui convient pour résoudre des problèmes, surtout à une époque aussi complexe que celle que nous vivons aujourd'hui, où tous nos piliers vacillent. Et je me souviens, lorsque j'étais en politique, discuter avec un ministre beaucoup plus important que moi, il avait un ministère régalien, qui est tombé dans la politique quand il était bébé, qu'on a biberonné à l'idée que c'était le plus beau, le plus intelligent, le plus fort et qu'il sauverait la planète, et qui fait une connerie plus grosse que lui. Et ça arrive, c'est OK. Fair enough. Et je lui dis, ben oui, mais tu as fait une erreur. Reconnais-le, dis-le, et comme ça, excuse-toi et on passe à autre chose. Mais pas vis-à-vis de moi, vis-à-vis de la personne. Voilà. Dis-le. Et il me répond, si tu étais une vraie femme politique, tu saurais qu'un politique ne s'excuse jamais. Et je lui réponds, mais c'est peut-être ça le problème. Et il m'a ramené à cette anecdote que je vous rappelais de ce grand manager qui me dit « tu ne réussiras jamais parce que tu es trop humaine ». Et en vérité, comment voulez-vous, dans une époque aussi complexe que celle que nous vivons, où tout bouge en permanence, où nos repères ne sont absolument plus ceux que nous avions il y a 20 ans. Comment voulez-vous penser une seule seconde que vous ne faites pas d'erreur et que vous ne tombez pas? Et pire, même quand vous savez que vous avez fait une erreur, vous ne reconnaissez pas que vous avez fait une erreur. Je vous le dis parce que c'est une conviction profonde et parce que surtout, j'ai travaillé sur 4 continents. J'ai travaillé dans des environnements très différents, très complexes. Jamais je n'ai vu un bon leader réussir seul et jamais je n'ai vu les leaders arrogants, méprisants, humiliants réussir dans le long terme. Alors je sais qu'on a quelques exemples et puis il y en a un qui vient être élu dans l'un des pays les plus puissants du monde, mais je dirais aussi que peut-être que justement, ce genre de choses, quand ça arrive, ça nous force à réfléchir sur ce qui se passe sur notre planète et peut-être justement à faire les choses différemment parce qu'on est à la fin d'un cycle. Et alors, Elisabeth, une dernière question sur ce thème du leadership. Le leadership, c'est avoir gardé cette liberté, avoir cette humilité. Est-ce que finalement, tout ça, c'est pas donner d'abord un sens à sa vie? Et donner un sens à sa vie, est-ce que c'est pas d'abord une spiritualité, une foi, quelque chose qui est au-dessus de nous et qui nous transcende et qui nous permet de continuer à avancer et exercer ce leadership? Alors oui, le leadership, c'est beaucoup de courage. Ça demande beaucoup de courage. Quand vous devez licencier des personnes, moi j'ai encore une anecdote, lorsque je travaillais pour Dell, je me souviens, évidemment on regarde ce que font nos concurrents et
se bat pour être les premiers, etc. Et je me souviens qu'un jour, notre concurrent numéro 1 annonce un licenciement mondial. Je crois qu'ils avaient annoncé 10 000 personnes qui allaient être licenciées. Le lendemain matin, les actions de cette entreprise ont bondi de 5 points. Il a suffi qu'ils annoncent ces licenciements pour que l'action reparte en hausse. Et je me suis dit, comment est-ce qu'on en est arrivé là, en fait? Comment est-ce qu'on ne pense pas à ces centaines et centaines de familles qui vont être dans l'angoisse, qui ne vont pas pouvoir payer leur loyer, qui vont être au chômage, qui arrivent à un âge qui fait qu'ils auront du mal à retrouver un boulot, qui fait que... Voilà. Et il suffit, en fait, d'utiliser l'humain comme un variable d'ajustement pour que tout d'un coup, on satisfasse les actionnaires et qu'on reparte à la hausse et tout le monde trouve ça normal. Moi, je crois que fondamentalement, donner du sens, c'est avoir le courage, quoi qu'il arrive, et Dieu sait que je l'ai souvent payé très cher. Mais moi, ce que je me dis, c'est que j'ai 2 filles, et je sais que demain, quand je serai arrivée au bout de ma vie, ce qui m'intéressera, ou en tout cas ce que je voudrais que mes enfants retiennent, ce n'est pas que j'ai démultiplié mon chiffre d'affaires, que j'ai fait les meilleures profitabilités, que j'ai dirigé les plus grands groupes. Je pense que ce que je souhaite que mes enfants retiennent, c'est que j'ai fait quelque chose qui était plus grand que moi et que même quand ça n'était pas toujours dans mon intérêt, j'ai regardé quelque chose de beaucoup plus vaste et j'ai considéré que j'étais juste un moyen de rendre ce monde un tout petit peu meilleur que ce que je l'ai trouvé. Et ce sens-là, cette direction-là, ce fil conducteur-là, il m'a permis de faire et de réaliser et d'accomplir des choses que la petite fille noire, née dans un pays pauvre, de parents illettrés, à qui on disait « rase les murs, tu ne feras jamais rien de ta vie parce que tu n'as pas eu la chance de naître au bon endroit, tu n'as pas eu la chance de naître avec le bon sexe, tu n'as rien pour toi, alors si tu survis, que tu y arrives, ce sera pas mal ». Eh bien, je crois que mon parcours montre que quand on est sincère, qu'on est authentique et qu'on fait ce en quoi on croit, il y a des miracles qui peuvent se passer. Merci. Alors le pont est fait, la passerelle, merci Elisabeth, sur notre 3e thème, qui est celui de la spiritualité, pour se connecter au sens de la vie finalement. Notre échange hier, celui avec Frédéric il y a quelques semaines, tout en vérité, tout en spontanéité, comme là tout de suite, ce qui est remarquable, et merci pour ça. Très vite, on a évoqué la spiritualité et tu nous as dit, mais quelle chance, enfin, de pouvoir parler de ma spiritualité, voire de ma foi. C'est vrai qu'on est dans un pays où c'est parfois compliqué, en tous les cas dans la sphère publique, etc., a fortiori dans la sphère politique, pourquoi pas. Est-ce que tu peux nous parler de cette spiritualité qui t'anime, la manière dont elle t'inspire, tu la vis dans tout ce cheminement, tout ce parcours. Et puis ça nous amènera assez naturellement vers l'association La puissance du lien que tu as créé et sur lequel tu pourrais nous dire un mot également. Je vous disais tout à l'heure que j'ai travaillé sur 4 continents et j'ai toujours été assez étonnée quand aux États-Unis, avant une réunion importante, on pouvait avoir autour de la table le boss qui disait « Nous allons prier pour que nous prenions les bonnes décisions ». Bon. Pour un bon multiple d'EBITDA. C'est ce que j'allais dire. Qu'est-ce que c'est que les bonnes décisions? Nous allons prier pour faire la plus forte croissance que nous pouvons. Mais c'est vrai, et je ne dirais pas que c'est mieux ou pire en comparaison. Chacun fait comme il veut. C'est vraiment important. Moi, je trouve qu'en France, on a la chance de séparer les choses et d'avoir cette laïcité qui fait que chaque individu a le droit
de vivre sa foi, de croire ou de ne pas croire, d'être athée ou d'être très pratiquant. Et ça, c'est un cadeau du ciel extraordinaire. C'est simplement permettre à chacun d'être intimement ce qu'il ou elle est. Mais je vous le disais à tous les deux ce matin, en préparant cette rencontre, je me suis sentie, vous savez, comme j'ai l'habitude de prendre la parole, de parler de sujets importants, mais jamais de quelque chose d'aussi intime et d'aussi profond. D'abord parce que je n'ai pas été élevée dans cet état d'esprit de parler de son intimité. Et la foi, c'est quelque chose de profondément intime. Moi, j'ai vu mes parents, nouvelle anecdote, j'ai vu mes parents toute leur vie prier le matin, le soir, j'ai été baptisée, mais j'étais tellement révoltée de la vie, je me disais, mais pourquoi je suis née en Afrique? Pourquoi je suis née fille? Pourquoi tout est si compliqué? Pourquoi cette maladie m'est tombée dessus? Et donc je me dis, mais si Dieu existait véritablement, il répartirait les galères et les richesses équitablement. Et pendant un certain temps, j'ai douté. Et paradoxalement, c'est quand j'étais au lycée, à la fin du lycée, quand j'ai découvert la philosophie, c'est là que je me suis raccrochée à la religion, que j'ai compris le libre arbitre, que j'ai compris la question des choix, que j'ai compris la question des décisions, et que j'ai compris que peu importe finalement ce avec quoi vous naissez, le lieu où vous naissez, l'environnement dans lequel vous êtes, vous avez toujours le choix de ce que vous allez faire, de ce que vous allez écrire. Je fais beaucoup de mentorat, et on va en parler dans cette association que j'ai créée justement sur la base de la solidarité et sur la conviction que j'ai que chaque être humain, qui qu'il soit ou qu'elle soit, où qu'elle se trouve, a quelque chose à apporter à un autre être humain. Eh bien, cette conviction-là, elle vient du fait que chaque action que nous menons, nous la pensons. Et nous sommes responsables de cette action. Les personnes qui me disent « Non, mais c'est de la faute de mes parents, je voulais être menuisier, ils m'ont obligée à devenir docteur, et donc aujourd'hui je suis malheureuse comme une pierre. Non, mais c'est la faute de mon prof qui m'a mal réorientée. Non, mais c'est la faute de mes voisins, j'en peux plus, je ne les supporte plus, je ne les vois plus en peinture. Non, mais je suis arrivée en retard, mais c'est la faute du train. » Parce que, en fait, à chaque fois, je me dis « Mais et toi là-dedans ?» Et j'ai la conviction que si chacun et chacune d'entre nous assumait cette responsabilité qui est la nôtre de nos actions, parce que fondamentalement, sauf quelques cas, on ne vous met pas un pistolet sur la tempe pour vous dire choisissez entre vos profits, vos performances ou les femmes et les hommes qui travaillent pour vous. Quand vous êtes politique, vous avez le choix de dire certaines choses ou de ne pas les dire. Quand vous êtes dans le monde associatif, vous avez le choix de vous battre pour que tout le monde ait un sabre laser psychédélique, ou alors de vous battre pour que les personnes en situation de handicap, ou les femmes, ou les personnes issues de milieux sociaux défavorisés aient un peu plus de chances que celles qu'ils ont eues. Donc en fait, ce libre arbitre-là m'a donné la conviction que oui, on ne choisit pas toujours ce que l'on vit, on ne choisit pas toujours les effets auxquels on est confronté, mais ce qu'on en fait, ça nous appartient. Et c'est peut-être ça, la spiritualité, c'est de réfléchir à ce que nous sommes en tant qu'êtres humains, réfléchir au chemin qui est le nôtre sur cette terre, nous dire que nous avons tous une singularité, une unicité, et que c'est la combinaison de toutes ces singularités qui peut rendre ce monde meilleur ou pire. Et la puissance du lien, c'est pour moi une manière
mettre du nom en de œuvre... l'association, hein, la puissance du lien, c'est le nom de l'association. Voilà, que tu as cette créée. association, je l'ai créée quand je suis sortie du gouvernement parce que j'avais conscience que l'un des plus grands dangers auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est pas fatalement le dérèglement climatique, les problèmes géopolitiques, les crises économiques, etc., etc. Je pense que le problème majeur que nous avons aujourd'hui dans notre humanité, ce sont les fractures, ce sont les divisions, c'est notre incapacité à mettre ensemble nos expertises, nos expériences, nos compétences, nos savoir-faire et de surmonter les défis et les tempêtes auxquelles nous sommes collectivement confrontés. Et je me suis dit que j'avais la chance, une chance que j'ai provoquée aussi, très certainement, mais j'ai la chance d'être née dans un environnement défavorisé, d'avoir traversé toutes les étapes de la vie avec le meilleur et avec le pire. Je connais autant d'ouvriers, de femmes de ménage, que je connais de médecins et de chefs d'État. J'ai la chance, en étant ministre, d'avoir sillonné la France du nord au sud, de l'est à l'ouest, et partout, partout, partout où que j'aille, j'ai rencontré des femmes et des hommes qui n'aspirent qu'à une seule chose, c'est le bonheur. Une seule chose. Que vous soyez un père ou une mère de famille, que vous soyez un chef d'entreprise, voilà, tout ce qu'on veut, c'est être heureux. Même le voleur aspire au bonheur. Il ne choisit pas forcément le bon chemin pour y arriver, mais ce qu'il veut, c'est vivre correctement, c'est s'épanouir, etc., etc. Et je suis partie du principe que, en créant la puissance du lien, que les relations entre les femmes et les hommes qui sont un peu fragilisées en ce moment parce que certains hommes n'acceptent pas que les femmes aient elles aussi envie de réussir, de s'émanciper, de correctement gagner leur vie, de vivre en dignité, d'être considérées comme des êtres égaux aux hommes, eh bien, si on donnait une autre direction à la relation entre les femmes et les hommes, si on donnait une autre direction aux relations intergénérationnelles, si on partait du principe que les seniors ont des choses à apporter aux juniors, que les juniors ont des choses à apporter aux seniors, que nos territoires doivent être plus solidaires, parce que selon que vous viviez sur les territoires ultramarins, dans les zones rurales, dans un quartier populaire ou dans une grande ville, eh bien vous n'avez pas les mêmes chances. Eh bien si on crée des ponts entre ces individus qui partagent les mêmes valeurs et qui ont encore une fois, chacune et chacun, quelque chose à apporter à l'autre, même si c'est ça. Vous ne vous rendez pas compte de combien, en ouvrant une porte à un individu qui est coupé de tout, qui n'a pas les codes, qui n'a pas les réseaux, il suffit que vous présentiez cette personne à un individu, ça peut transformer sa vie, ça peut transformer la vie de sa famille, ça peut transformer la vie de sa communauté. Et avec la puissance du lien, eh bien, nous travaillons sur ces trois sujets, les relations entre les femmes et les hommes, les relations intergénérationnelles et les relations territoriales, avec cette idée que peut-être, avec un peu plus d'entraide et de solidarité, nous pourrions surmonter beaucoup des défis auxquels nous sommes collectivement confrontés. Merci Elisabeth. L'un des piliers de la pensée sociale chrétienne est la solidarité. On en a beaucoup parlé. Il y a une phrase que tu as dite qui nous a marqué avec Frédéric. Tu as dit « S'il n'y a pas de foi dans ce que je fais, il n'y a pas de solidarité possible ». Je dois avouer que cette phrase m'a interpellé parce que la solidarité, donc subsidiarité, solidarité, dignité humaine, destination universelle des biens sont des thèmes qu'on partage souvent ici aux entretiens de Valpré, liés à la pensée sociale chrétienne, mais nous n'avions pas nécessairement fait le lien entre solidarité et la foi dans ce que tu fais tous les jours. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? La foi que tu mets dans tes actions, dans les valeurs que tu portes. C'est un mot qui revient très souvent quand tu nous parles, quand on a échangé. La foi. Et l'amour. Et l'amour. Tous les amours. Il y a une citation que j'aime beaucoup qui dit « Méfie-toi de celui qui n'a rien et qui veut tout donner. » Je ne vois pas comment on peut donner ce que l'on n'a pas. Et je pars du principe que, avant de vouloir sauver le monde, il faut se sauver soi-même.
Et je ne vois pas comment tu peux avoir foi dans l'autre si tu n'as pas foi en toi. Je ne vois pas comment tu peux aimer l'autre si tu ne t'aimes pas toi-même. Ça m'a pris des années à comprendre ça. Des années. Je ne suis pas quelqu'un qui a été élevé avec l'idée que j'étais quelqu'un de bien, que j'étais quelqu'un qui avait de la valeur, qui avait de la dignité. On me renvoyait, pendant des années, on m'a renvoyé une image de moi qui était très médiocre, et donc j'étais médiocre. Jusqu'à ce qu'un jour, quelqu'un me mette la main sur l'épaule et me dit « Waouh, mais t'es quelqu'un de fantastique ». Non, mais ça peut vous paraître absurde, mais pour les parents qui sont dans la salle, je voudrais, si vous avez des enfants et que vous les aimez, et j'espère que vous les aimez, parce que quand même, il y a des parents qui n'aiment pas leurs enfants, mais si vous aimez vos enfants, vous devriez tous les jours que Dieu fait leur dire que ce sont des êtres exceptionnels, qu'ils sont parfaits tels qu'ils sont, et qu'ils réussiront leur vie, et que s'ils échouent et qu'ils tombent, eh bien ils se redresseront et ils repartiront. Et je dis ça parce que ça s'applique aussi au leadership. Selon que tous les jours vous disiez à vos collaborateurs que oui, ils ont fait une erreur là, mais que cette erreur-là ne les qualifie pas et qu'ils peuvent réussir malgré tout, eh bien en fait, cette foi que vous avez en vous, c'est une foi que vous pouvez transmettre ou pas. Si vous ne l'avez pas, vous ne la transmettez pas. Je sais qu'on a presque fini, mais les gars, il nous reste une question. Justement, une question fondamentale. En tous les cas, on part tous ce soir, on prend tous l'engagement. Je prends l'engagement pour la salle. Ce soir, on va tous dire à nos enfants qui sont merveilleux et qu'on les aime. Vous savez, à chaque fois que je rencontre des femmes qui ont merveilleusement réussi leur parcours, et à chaque fois que je leur pose cette question, qu'est-ce qui a fait la différence dans votre vie? Elles me répondent immanquablement, mon père et ma mère m'ont dit que je pouvais tout faire, que je pouvais tout réussir, que j'avais la même valeur que n'importe qui, que je pouvais réussir comme mon frère, etc., etc. Il ne faut pas sous-estimer ce que nous renvoyons aux autres et ce que nous recevons des autres. On croit parfois qu'on donne et que, vous savez, on est dans cette charité chrétienne et cette générosité qui fait de nous des personnes extraordinaires. Mais non! Tout ça est fondamentalement égoïste. Plus vous donnez, plus vous recevez. Plus vous plantez de graines, plus vous voyez des arbres pousser et vous donnez des ailes. Et c'est ça, il faut reconnaître que tout part de soi. Et quand on réussit soi, les autres réussissent avec nous. Non mais c'est important de le dire. C'est évident, Elisabeth. C'est très clair. Merci beaucoup. Bravo. Dernière question. Dernière question. Et question qui résume toute cette matinale et qui est une question EDC pour nous, qui est très importante. Quelle est la place de Dieu dans ta vie? En 30 secondes, secondes. c'est un vrai défi. Non, je vais le dire. En 30 secondes, en fait, c'est ma boussole. C'est ma boussole parce que quand on est leader, on a de grands moments de solitude. Le pouvoir perverti, vous le savez, ceux d'entre vous qui êtes ici, vous savez bien que le pouvoir peut parfois monter à la tête et vous faire faire des choses que vous savez ne pas être les bonnes choses, mais vous les faites quand même. Eh bien, la place, d'abord, Dieu est présent. D'ailleurs, on peut dire Dieu ou la spiritualité, parce que pour certains, vous pouvez croire à un arbre. Hein. Ce n'est pas ça la question. La question, c'est quelle inspiration, quelle direction, en fait, à chaque fois qu'on fait quelque chose, pourquoi on le fait? Vous savez, il y a une grosse crise de sens aujourd'hui dans le monde. Souvenez-vous, pendant la Covid, des personnes extrêmement bien formées, capées, diplômées, ont tout plaqué pour aller devenir boulanger, menuisier. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, pour beaucoup de cadres, le travail n'a plus aucun sens. Moi, il m'est arrivé d'arriver au bureau pleine de bonnes intentions, d'actions, d'idées, d'innovations, et je pouvais passer ma journée à répondre à des mails pour justifier la lâcheté et le manque de courage de certaines personnes.
Et je rentrais chez moi le soir en me disant, mais à quoi ça sert ce que je fais là ? Quand vous êtes boulanger, vous faites du bon pain, vous nourrissez les familles, vous savez à quoi ça sert. Et je trouve que, à force de construire des métiers intellectuels de col blanc, où on veut tous travailler dans des bureaux avec une jolie cravate et une belle chemise blanche, en fait, on en oublie à quoi sert le travail. Le travail doit nous aider à nous élever. Donc, je termine là-dessus. Donc, Dieu, la place de Dieu dans ta vie en une phrase, là. Dieu est ma boussole.